Bonjour à tous. Après ma vidéo sur Star Wars 7 puis celle sur Star Wars 8, vous avez été nombreux à me demander une vidéo pour parler du dernier chapitre de cette trilogie pour le moins boiteuse. Le problème c'est que, contrairement aux deux précédents, l'ascension de Skywalker a beaucoup moins divisé la communauté de fans. En effet, si les épisodes 7 et 8 ont peiné à mettre tout le monde d'accord, on peut dire que le 9 a plutôt fait consensus. Tout le monde est à peu près d'accord pour dire que c'était un ratage complet. Alors il existe quand même quelques irréductibles qui prétendent apprécier la trilogie dans son ensemble, mais je pense qu'on va faire abstraction d'eux, puisque le seul moyen d'apprécier à la fois le 8 et le 9, c'est de ne pas avoir compris le propos du 8, puisque le 9 le contredit totalement et frontalement, comme on va le voir. Parce que oui, je me suis finalement décidé à parler de ce film en vidéo, mais comme cette fois-ci à peu près tout le monde a compris que c'était raté, j'ai décidé de choisir un angle un peu différent de d'habitude. En effet, j'ai constaté que beaucoup s'accordent sur le fait que ce film semble avoir été conçu comme une réponse aux fans mécontents de l'épisode 8. Comme si J.J. Abrams avait tenté de donner tout ce que les fans avaient réclamé, quitte à contredire son prédécesseur. Sauf que, de mon côté, j'ai une toute autre théorie. Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer pourquoi, selon moi, l'ascension de Skywalker n'est pas forcément une réponse aux fans déçus par le 8, comme beaucoup semblent le croire, mais peut-être tout simplement un retour à la vision initiale de J.J. Abrams, et une tentative désespérée de conclure une trilogie bancale. Autant vous prévenir tout de suite, je ne vais pas m'attarder plus que ça sur les éléments qui font que l'ascension de Skywalker est une catastrophe, parce que je pense que c'est une évidence. Je veux dire, on parle quand même d'un film qui fait revenir l'empereur Palpatine d'entre les morts, un retour que l'on ne voit même pas à l'écran, mais qui a été annoncé dans Fortnite. Ouais, on est sur ce niveau de médiocrité. Non, ici on va plutôt essayer de comprendre pourquoi ce genre de décisions catastrophiques ont été prises. Déjà, il me paraît essentiel de préciser une chose, contrairement à ce que certains ont pu penser, Disney Lucasfilm n'a pas rappelé J.J. Abrams sur ce dernier film suite aux critiques virulentes des fans. Et ça, c'est assez simple à vérifier puisque ça ne colle pas du tout en termes de date. En effet, le retour de J.J. Abrams sur l'épisode 9 a été annoncé avant la sortie de The Last Jedi. La décision de ce retour inattendu est donc complètement décorrélée des mauvais retours du public. En revanche, on ne sait pas du tout pourquoi Lucasfilm, incarné par Kathleen Kennedy, a pris la décision de virer Colin Trevorrow qui devait à la base réaliser ce dernier film, mais ça, c'est un autre sujet. De ce constat, on peut donc commencer à supposer que J.J. Abrams et son co-scénariste Chris Terrio ont commencé à travailler sur leur version de l'épisode 9 avant la sortie de The Last Jedi. Ça veut pas forcément dire que leur scénario était déjà bouclé avant la sortie du film de Rian Johnson, c'est même très peu probable au vu du timing, mais il semble évident que J.J. Abrams a d'abord dû proposer un rapide premier jet ou à minima un patchwork de plusieurs idées, avant que Kathleen Kennedy valide son retour et l'annonce publiquement. Partant de cet état de fait, on peut légitimement commencer à se poser la question qui sera au cœur de cette vidéo. J.J. Abrams a-t-il vraiment construit son film comme une réponse aux fans mécontents de l'épisode 8 ? Prenez par exemple l'élément le plus controversé du film, le retour de Palpatine. Les adorateurs des épisodes 7 et 8 aiment à penser que ce retour improbable est un cadeau fait aux fans déçus. Mais soyons sérieux 2 minutes, qui a réclamé ça exactement ? Aujourd'hui on est à peu près tous d'accord sur le fait que c'est la pire idée de l'histoire de la saga, puisque ça annule complètement la victoire de Luke et le sacrifice de Vader dans le retour du Jedi. Alors comment peut-on penser une seule seconde que ça a pu être envisagé comme un cadeau fait aux fans ? Alors oui, je sais, le retour de Palpatine sous forme de clone, c'est une idée qui est d'abord apparue dans l'ancien univers étendu, et les fans hardcore, ils adorent l'ancien univers étendu, à tel point qu'ils étaient pas contents quand Disney l'a annulé après le rachat. Certes, c'est exact, sauf que Dark Empire, la BD de laquelle vient cette idée, est aujourd'hui connue comme étant plutôt médiocre, et le retour de Palpatine était déjà très contesté à l'époque. Apparemment, même George Lucas n'en disait pas que du bien, et Timothy Zahn, l'auteur le plus populaire de l'univers étendu, préférera ignorer son existence lorsqu'il a fallu écrire une véritable suite au retour du Jedi. Alors encore une fois, peut-on vraiment considérer que le retour de l'empereur a été décidé dans le but de faire plaisir aux fans ? J'en suis pas sûr. Mais alors dans ce cas, pourquoi ce choix curieux ? Pourquoi avoir ramené l'empereur ? Eh bien en réalité, la réponse est assez évidente. Rian Johnson a tué Snoke, que J.J. Abrams avait installé comme le nouveau grand méchant de cette trilogie. Et manque de bol, c'est justement J.J. Abrams qui revient sur le dernier film. Du coup, comment tu fais en l'absence du grand méchant ? Tu prends Kylo Ren comme boss final ? Ce même Kylo Ren qui hésitait à rester du côté obscur et qui n'a pas eu le courage de tuer sa mère quand il en a eu l'occasion ? Alors attention, sur le principe, j'aime bien ce qu'a voulu faire Rian Johnson en s'émancipant complètement de la nostalgie que proposait le Réveil de la Force.
Le problème, c'est qu'il a écrit son film en ignorant complètement le fait qu'il devait s'inscrire au sein d'une trilogie. À la fin de The Last Jedi, la résistance est fortement diminuée, et le Premier Ordre a pour suprême leader un ado instable et indécis. Difficile de faire une conclusion satisfaisante en partant de ça. Sous ma vidéo sur le réveil de la Force, j'ai reçu beaucoup de commentaires qui me disaient que oui, Kylo Ren est pathétique, mais c'est volontaire. Ok, je veux bien, mais alors dans ce cas, comment veux-tu faire un épisode final d'une trilogie avec comme antagoniste principal un personnage volontairement pathétique? Et c'est pas le peu d'évolution qu'il a dans The Last Jedi qui risque de suffire, puisque le film se passe littéralement quelques minutes après le précédent. Donc trop peu pour transformer un Nemo indécis en antagoniste crédible. En fait, c'est justement pour pallier à ce problème que Colin Trevorrow avait ajouté un nouveau pouvoir à Kylo Ren dans sa version de l'épisode 9. Et oui, car pour ceux qui l'ignorent, le script de l'épisode 9 écrit par Colin Trevorrow a été rendu disponible sur internet, et il se trouve qu'il est incroyablement meilleur que celui qu'on a eu, et ce sur bien des points, mais ça c'est un autre sujet que l'on abordera plus tard. Dans cette version en tout cas, Kylo Ren rencontre un nouveau mentor qui lui enseigne la capacité d'absorber l'énergie vitale des êtres vivants. Une idée que l'on retrouve très brièvement dans la version d'Abrams d'ailleurs. Alors ok, ça semble un peu sortir de nulle part, mais ça a le mérite de rendre Kylo Ren plus menaçant. Colin Trevorrow avait lui aussi compris que le Kylo Ren des deux premiers films n'allait jamais pouvoir représenter une menace assez grande pour le dernier chapitre de la trilogie. Mais peu importe, puisque chez Disney Lucasfilm, on n'a pas voulu de ce scénario, allez savoir pourquoi, et on a préféré un clone de Palpatine. Alors oui, il me paraît évident que ce retour improbable que personne n'a réclamé n'est absolument pas dû à une volonté de faire plaisir aux fans, mais plutôt à une tentative désespérée et inévitable de mettre en scène un antagoniste déjà connu des fans, et bien plus crédible et menaçant que Kylo Ren, le fameux méchant volontairement pathétique. Vous le savez sûrement, le retour de l'empereur n'est pas le seul argument utilisé par les défenseurs de cette idée, selon laquelle J.J. Abrams a voulu faire son film dans le but de faire plaisir aux fans mécontents. On peut parler par exemple du retour du casque de Kylo Ren. Dans l'épisode 8, Rian Johnson prend cette décision que je trouve intéressante de briser le casque de Kylo Ren pour qu'il devienne enfin autre chose qu'une pâle copie de Vador. Encore une fois, j'aime bien ces idées, malheureusement ça n'a pas suffi à me faire apprécier le film, mais ça, j'en ai déjà parlé ici. Bon, le problème, c'est que J.J. Abrams, il a fait l'épisode 7, c'est donc lui qui est à l'origine du personnage de Kylo Ren, et il se trouve qu'il est de retour sur l'épisode 9. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il reprend les morceaux de ce casque détruit, et il les recolle littéralement. Ce casque reconstruit à partir des débris, c'est la métaphore la plus criante de cette trilogie. Rian Johnson prend des décisions, J.J. Abrams les annule. Là, le message est on ne peut plus clair. D'ailleurs, il fera exactement la même chose avec le sabre des Skywalker, brisé par Johnson, reconstruit par Abrams. Avec ça, si vous êtes toujours convaincu que cette trilogie n'est pas un conflit entre deux visions opposées, je peux plus rien pour vous. Alors oui, je pense que J.J. Abrams a voulu revenir à sa vision initiale. Et je parle bien ici de vision et non pas de plan. Lorsqu'Abrams a écrit et réalisé l'épisode 7, il ne savait pas dans quelle direction allait partir l'histoire, puisque ce n'était pas son rôle à ce moment-là. À cette époque, il n'était pas encore question qu'il revienne pour réaliser le 9. Néanmoins, il avait une vision des choses. Comme tout artiste ayant contribué à cette franchise, il a son propre point de vue sur l'univers Star Wars. Un point de vue qui est, de toute évidence, à l'opposé de celui de Rian Johnson. J.J. Abrams nous a proposé un film nostalgique, entièrement calqué sur le premier Star Wars de 77, là où Rian Johnson n'a fait que briser les liens avec le passé. Luke qui balance son sabre avant que ce même sabre se brise en deux, Kylo Ren qui dit littéralement « Toutes ces vieilles choses doivent s'éteindre », mais aussi Yoda qui brûle les anciens livres Jedi, car oui, ce n'est pas seulement les antagonistes qui véhiculent ce message, contrairement à ce que certains aiment penser. Il s'agit bien là du propos du film, pas juste d'un personnage ou d'un camp. Lorsque l'épisode 8 est sorti, il paraissait évident que Rian Johnson voulait offrir sa vision des choses. Une vision en totale opposition à celle de J.J. Abrams. Une évidence pour tout le monde, sauf pour les fans pro-Johnson. Alors lorsque J.J. Abrams est revenu aux commandes de l'épisode 9 et que cette opposition s'est révélée encore plus flagrante, les fans de l'épisode 8 ne pouvaient plus le nier. Il a donc fallu trouver une excuse pour justifier ça. Ah oui, mais cette fois c'est différent, c'est parce que comme l'épisode 8 a été mal reçu, ça a convaincu Lucasfilm de revenir en arrière. Du coup sur l'épisode 9, J.J. Abrams a juste voulu offrir aux fans ce qu'il voulait. Alors certes, on a déjà eu des exemples de films qui ont été influencés par les retours des fans, comme le cas de Sonic qui a changé de design en cours de production suite au mauvais retour unanime des spectateurs, ou encore l'arrivée de la Snyder Cut de Justice League que les fans ont réclamé à outrance durant des années.
Des exemples qui sont arrivés après Star Wars 9 au passage, mais admettons. Dans tous les cas, le fait que ça a existé ne constitue pas une preuve suffisante pour prouver que c'est bien ce qui s'est passé dans le cas de l'ascension de Skywalker. Mais pour bien le comprendre, prenons d'autres exemples. Rose Tico a été le personnage le plus détesté de cette trilogie, au point que l'actrice a subi un harcèlement massif sur les réseaux sociaux, l'obligeant à désactiver ses comptes. Un comportement parfaitement abject, évidemment teinté de racisme et de sexisme, envers cette pauvre actrice qui n'a rien fait pour mériter ça. On en viendrait presque à se demander pourquoi Lucasfilm aurait eu envie de faire plaisir à ces gens-là, mais bon, peu importe puisque ce n'est pas là-dessus que va reposer mon argumentaire. L'un des arguments les plus solides qui semble prouver que l'ascension de Skywalker est une réponse aux fans, c'est donc le cas de Rose Tico, un personnage massivement détesté par une partie des fans, et que l'épisode 9 semble avoir totalement mis de côté, alors qu'elle était centrale dans le film de Rian Johnson. Seulement voilà, rappelez-vous ce que je vous ai dit un peu plus tôt, J.J. Abrams et Rian Johnson ont une vision radicalement opposée l'une de l'autre. Et il se trouve que Rose Tico est un personnage introduit dans l'épisode 8, c'est donc une création de Rian Johnson. Ne serait-il pas possible que J.J. Abrams n'ait tout simplement pas su quoi faire de ce personnage qui l'encombrait pour l'histoire qu'il avait à raconter ? Car Rose Tico a très clairement été écrite comme un love interest pour le personnage de Finn. Sauf qu'apparemment, J.J. Abrams avait d'autres idées en tête pour Finn. Ainsi, dans l'épisode 9, on peut deviner quelques sous-entendus entre lui et Rey, mais surtout entre lui et Jannah, un nouveau personnage qui est également une ancienne Stormtrooper tout comme Finn, et qui deviendra son nouveau sidekick durant cette dernière aventure. J.J. Abrams semble donc avoir remplacé Rose Tico par Jannah, un personnage dont il est à l'origine cette fois-ci. Et alors, je vais le dire autrement pour que vous compreniez bien où je veux en venir, il a remplacé un personnage qui a été victime de sexisme et de racisme par un personnage qui est littéralement une femme noire. Alors à nouveau, je repose la question, pensez-vous toujours que J.J. Abrams a voulu faire plaisir aux fans qui ont détesté l'épisode 8 ? De mon côté en tout cas, je reste persuadé que J.J. Abrams s'est retrouvé avec un personnage créé par Rian Johnson, dont il ne savait pas quoi faire. Donc forcément, elle s'est retrouvée plus en retrait. Il a donc créé ses propres personnages, tout en se concentrant sur ceux qu'il avait créés quelques années auparavant, à savoir Rey, Finn, Poe, Kylo, etc. Dans la vie, tout est une question de point de vue. Si on est persuadé que l'épisode 9 a été écrit en réaction aux fans déçus, forcément on finit par interpréter tout le film par ce prisme. Mais on peut aussi avoir une autre grille de lecture, et en venir à une toute autre conclusion. Certains pensent que le flashback qui montre Leia se faire entraîner par Luke est une réponse aux fans qui se plaignaient de la fameuse séquence de l'épisode 8 dans laquelle Leia se sauve du vide de l'espace en utilisant la Force. Alors j'en avais déjà parlé, mais à mon sens c'est complètement stupide de penser que durant les 30 ans qui séparent les deux trilogies, Leia n'aurait jamais appris à maîtriser la Force. C'est une Skywalker tout comme Luke, alors pourquoi est-ce qu'elle n'aurait pas le droit à cette maîtrise ? Et pourquoi elle n'aurait pas le droit à son propre sabre elle aussi d'ailleurs ? En fait, le problème vient plutôt de l'épisode 7, qui nous montre Leia comme une générale et politicienne, qui ne se bat jamais au corps à corps, et n'utilise jamais ses capacités de Jedi. Et donc certains semblent penser que le flashback qui montre Luke qui s'entraîne avec sa sœur serait en fait un moyen de justifier la maîtrise de la Force par Leia, répondant donc à une demande des fans. Sauf qu'en fait, ce n'est pas vraiment ce que nous montre cette scène. Bah oui, le flashback en question nous montre Luke qui entraîne Leia au sabre laser, pas à la maîtrise de la Force. Mais alors, à quoi sert cette scène dans ce cas ? Eh bien tout simplement à introduire le sabre laser de Leia qui sera utile durant le climax. Car durant l'affrontement final contre Palpatine, la présence de ces deux sabres bleus participe grandement à la victoire que remporte Rey face à l'Empereur. Étant revenu du bon côté de la Force, Ben Solo s'est débarrassé de son sabre rouge et s'est vu hériter de celui des Skywalker. Tandis que Rey combattra d'abord avec le sabre de Leia, avant d'utiliser les deux pour repousser les éclairs de Palpatine jusqu'à ce qu'il meure. Voilà à quoi servait ce flashback tout simplement, en plus de montrer un peu plus du personnage de Leia, qui aurait dû être au centre de ce film avant le malheureux décès de l'actrice.
Le cas Reylo est peut-être le plus compliqué à traiter pour moi. Mais d'abord, expliquons de quoi il s'agit. Reylo, c'est le nom d'un ship, c'est-à-dire un couple imaginé par certains fans. En effet, une partie du fandom se plaisait à imaginer une romance entre Rey et Kylo Ren, d'où le nom Reylo. Et il se trouve que, pour une raison complètement obscure encore aujourd'hui, à la fin de l'ascension de Skywalker, Rey embrasse Kylo Ren, ou plutôt Ben Solo, mais comme ce dernier décède, ça ne va pas plus loin que ça. Et c'est probablement la scène la plus incompréhensible de tout le film. Pourquoi Rey embrasse Ben à ce moment du film? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là? Rien ne semblait pourtant indiquer une quelconque romance durant tout le reste du film. Alors forcément, à première vue, ça laisse penser que ce baiser sorti de nulle part a été mis là pour faire plaisir à cette fameuse partie du fandom, crédibilisant au passage la théorie qui veut que ce film ait été fait dans l'optique de répondre aux demandes des fans. Effectivement, sur ce coup-là, je dois avouer que c'est une hypothèse probable, tellement je ne comprends même pas ce qui a motivé ce choix. Genre vraiment, je le redis, mais ça sort de nulle part. Il n'y a aucune explication diégétique qui amène à ça, dès lors, difficile de le justifier. Mais j'ai quand même une hypothèse. J.J. Abrams ne savait pas du tout où il allait avec son film, à tel point que le scénario était en constante évolution durant le tournage. Et ça pour le coup, c'est pas hypothétique, c'est quelque chose que l'on sait. Daisy Ridley avouera elle-même en interview que durant un jour de tournage, Abrams lui aurait confié que son personnage serait en fait une Kenobi, alors que quelques temps plus tard, elle se révélera finalement être une Palpatine. Il semble assez clair que J.J. Abrams était en roue libre, ce qui explique comment on a pu en arriver à un résultat si catastrophique. En fait, je suis même à peu près persuadé que le titre du film a été décidé pendant que le scénario subissait toujours des réécritures régulières, ce qui explique pourquoi seules les dernières secondes semblent justifier ce choix de titre. Ouais, parce que en dehors de ce Rey Skywalker qui sort là aussi de nulle part, tout le reste ne parle même pas vraiment des Skywalker. C'est juste un titre stylé pour le dernier chapitre de la saga. Je pense même qu'il a été envisagé que Rey soit réellement une Skywalker par les liens du sang. Voilà pourquoi à la fin, Rey se nomme elle-même Rey Skywalker sans aucune raison apparente. Là encore, y a rien qui amène à cette conclusion. À moins que ce baiser incongru soit justement là pour ça. Et oui, car Ben Solo a hérité du nom de famille de son père Han Solo, mais techniquement c'est aussi un Skywalker, étant le fils de Leia, elle-même fille d'Anakin Skywalker. Et si J.J. Abrams et Chris Terrio avaient ajouté ce baiser entre Rey et Ben pour lier Rey à la famille Skywalker? Étant donné que le personnage de Ben Solo meurt, ils ne pouvaient pas créer de réelle romance entre les deux personnages, donc à défaut ils ont sous-entendu un amour réciproque à travers ce geste. Ainsi, Rey Skywalker est justifié. Maladroitement certes, mais justifié quand même. Bon, évidemment, je précise que ce n'est qu'une hypothèse, je ne dis pas que j'ai forcément raison là-dessus. De toute façon, cette scène est tellement improbable que dans tous les cas, c'est compliqué de la rationaliser. D'ailleurs, tant qu'on est sur Rey, j'en profite pour préciser quelque chose que j'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, mais non, Rey Palpatine n'est pas là pour justifier la surpuissance du personnage dans le réveil de la Force. À aucun moment dans la saga, il a été établi qu'être la petite fille d'un Sith te permet d'obtenir une maîtrise surnaturelle de la Force, car c'est bien ça que l'on reprochait au personnage de Rey dans l'épisode 7, et l'allier à la famille Palpatine n'y change rien. Donc là encore, je ne pense pas que ce soit une réponse aux fans, et même si c'était le cas, ça ne marcherait même pas. C'est marrant parce que aujourd'hui tout le monde l'a oublié, mais à l'époque où The Last Jedi est sorti en salle, la première réaction de beaucoup de spectateurs a été de penser que Rian Johnson avait volontairement fait son film en opposition totale au réveil de la Force, justement suite au retour négatif des fans qui reprochaient à J.J. Abrams de n'avoir fait qu'un remake déguisé. Par la suite, cette réaction à chaud s'est atténuée jusqu'à complètement disparaître, notamment parce qu'entre-temps, les gens ont pu s'intéresser à la filmographie de Rian Johnson, et constater qu'effectivement, Rian Johnson c'est un gars qui a pour habitude de vouloir constamment surprendre le spectateur en cassant les codes préétablis auparavant. The Last Jedi s'inscrit donc parfaitement dans sa filmographie à ce niveau-là. Il n'a donc pas écrit son film suite aux réactions des fans, mais plutôt suite à sa propre compréhension de l'épisode 7 d'Abrams. Alors dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas en venir à la même conclusion concernant l'épisode 9 ? Après tout, ce film contient des aspects qui rappellent le style de J.J. Abrams. Son épisode 7 était pensé comme une copie conforme de l'épisode 4, alors en toute logique, son épisode 9 est un peu une copie du 6. Oui, je dis un peu parce que, soyons honnêtes, c'est loin d'être aussi marqué que pour le réveil de la Force, mais certains détails ne trompent pas, notamment en ce qui concerne le climax, qui est complètement repompé sur celui du retour du Jedi. Donc ouais, contrairement à ce que certains peuvent penser, ça ressemble quand même pas mal à du J.J. Abrams.
Tiens, par exemple, l'idée des ruines de l'étoile de la mort. Vous savez d'où ça vient? Ça vient d'un concept art du réveil de la force. Une preuve de plus, je trouve, que l'ascension de Skywalker est dans la continuité du réveil de la force. Ce Rey Skywalker qui sort de nulle part est très certainement le vestige de ce que Abrams avait imaginé au départ. Rian Johnson avait fait de Rey une orpheline sans nom, fille de personne, ce qui était une très bonne idée collant parfaitement avec ses thématiques, mais dans ce cas, pourquoi est-ce que dans le set, le sabre des Skywalker l'appelait via la force? Le sabre des Skywalker. Encore une fois, J.J. Abrams n'avait pas de plan, mais il avait une vision. J.J. Abrams avait créé Snoke comme une copie de l'empereur Palpatine, reprenant son rôle de boss final de la saga, sauf que Rian Johnson l'a tué dans son film. Et bien dans ce cas on le remplace par Palpatine lui-même, et on explique que Snoke était en fait une création de Palpatine. Rian Johnson détruit le casque de Kylo Ren, J.J. Abrams le reconstruit. Rian Johnson détruit le sabre des Skywalker, J.J. Abrams le reconstruit. Dans le 8, Luke jette son sabre lorsque Rey le lui tend, car il ne représente plus rien pour lui. Dans le 9, Luke rattrape son sabre lorsque c'est Rey qui le jette, et il lui dit même « Une arme qui a appartenu à un Jedi mérite plus de respect. » L'opposition est aussi évidente que lors du précédent film, mais cette fois-ci les fans de la post-logie ont été pour la plupart déçus. Alors ils ont décidé de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre que sur le réalisateur qui leur avait offert le réveil de la force, qu'ils avaient vivement défendu. Alors après, attention, le point de vue que je défends dans cette vidéo n'est qu'une hypothèse. Je ne prétends pas détenir la vérité absolue. Si ça se trouve, dans quelques années, J.J. Abrams commencera enfin à s'exprimer sur ce qu'il s'est passé, et peut-être qu'il avouera qu'il a effectivement voulu faire plaisir aux fans mécontents du 8. Vous l'aurez compris, ce n'est pas l'hypothèse à laquelle je crois le plus, mais ça reste une possibilité car pour l'instant on n'en sait rien. Peut-être que je me suis complètement planté même si mes arguments semblent tenir la route. Je n'en sais rien. Peut-être qu'un jour on aura le fin mot de l'histoire, ou peut-être qu'on ne saura jamais. En tout cas, ce n'est pas encore terminé puisqu'il me reste encore un 4e film à traiter. Et oui, en réalité, il ne s'agit pas d'une trilogie de vidéos, mais bien d'une quadrilogie, car la prochaine fois, on traitera le cas de l'épisode 9, écrit par Colin Trevorrow. Alors je compte sur vous pour être au rendez-vous, parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de rester bienveillant et respectueux. Quant à moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.